con me? Se vuoi ci mettiamo Enea. Bello, vieni. Enea. Mettiti qua, vieni. Perché non vediamo niente. Ma Marco, lo faccio mettere qua. Sì, ok. Ok, Puoi stare... Sì, bravo. siamo qua. Bonjour à tous. Donc, je vous demande d'accueillir Susanna Nicciarelli, Leonardo Maltese, Paolo Pierombo, Barbara Ronci, Marco Bellocchio, Fausto Russo Alesi, Fabrizio Gifuni, Beppe Caccetto, Simone Gattoni et Paolo Del Broco. Et tout de suite, on va commencer par une question pour Marco Bellocchio. Je voulais savoir pour quelle raison il a décidé de faire un film, de consacrer un film au destin d'Edgardo Morata. Si vous pouvez mettre votre casque si vous le souhaitez, vous aurez... Oui, mettez votre casque, vous avez une traduction simultanée. Sì, ho capito. A été une décision très naturelle dans le sens que on a lu un livre d'une écrivaine catholique très conservateur qui s'appelle Messori, qui défendait au fond les choix du Pope. Et avec le témoignage d'une petite autobiographie di Edgardo Mortara, dans laquelle il dit des choses d'une manière très candide aussi quand parle de rencontre avec sa mère, qui était un peu comme a été présenté, a été montré dans le film. Et puis l'autre épisode très mystérieux, celui qui est adolescent, qui lui c'est già diacono, et pour enthousiasme va contre le pape et risque de le faire tomber. Et ça aussi c'est un détail historique qui démontre che Edgardo Mortara was not surrendered, non si era arreso, nel suo inconscio, dans son inconscient, il y avait quelque chose qui était encore pour sauver sa vie avec sa famille et contre le pape. Pour cette raison, à la fin, il y a dans les funérailles du pape, il tout d'un coup devient, disons, fou. E il dit, quel porco del Papa, bisogna buttarlo nel Tevere, quel porco. Poi si riprende e gli ha alla fin ancora ce coup de scène che... Ma vous l'avez vu, le film? Alors, on a une question peut-être, s'il vous plaît. I'm Mr. Bellocchio. I'm Robert from the Netherlands. I've got a question for you. Une question des Pays-Bas. Vous êtes un des réalisateurs les plus âgés en compétition cette année. Il faut 3 ans pour faire un film. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de faire des choix et de choisir le bon projet lorsqu'on a plus d'âge? Et pouvez-vous nous parler de l'intérêt de Steven Spielberg dans ce projet? Vous en avez parlé dans une interview. Pouvez-vous nous en dire plus? Metti le cuffie. Vous pouvez prendre votre casque, on va... Più difficile? No, j'ai lu le livre dont je vous ai parlé. Je suis tombé amoureux de cette histoire.
C'est l'inspiration qui vient, comme à l'école. Et puis ensuite, il y a des images qui viennent pour pouvoir réaliser ce film. Je dois aussi ajouter que toute la mise en scène a été très importante avec Susanna Micchiarelli. Et puis toute la préparation du scénario aussi a été très importante. Et donc, on avait déjà tout dans cette histoire, tous les éléments pour en faire un film. Mais je me répète, comme je l'ai déjà dit à d'autres occasions, j'ai pas fait un film contre le pape ni pour condamner l'Église catholique. Dans cette histoire, le pape joue le rôle du méchant, du vilain. Non, c'est pas cela que j'ai voulu montrer. En fait, j'ai même voulu le sauver. Il y a un principe de fait qui concerne l'intolérance, à savoir comme si la religion avait quelque chose qui devenait inévitablement intolérant. Il y a certains principes, certains dogmes qui doivent absolument être respectés. Autrement, c'est la fin de la religion elle-même. Et ça ne justifie pas les positions prises par le pape dans cette histoire, mais c'est en fait une position extrême vis-à-vis de Edgardo. La venue donc d'Enea Sala, que nous n'avons pas salué tout à l'heure, donc voilà, qui est là avec nous. On va passer. Et Spielberg, la question était aussi sur Spielberg et sur le projet. Ah, sur Spielberg? Oui. Je l'ai déjà dit. Il faut toujours répéter les mêmes choses. Mais bon, je vais me répéter. En fait, ce fait est un fait mineur, mais lorsque j'ai lu le livre de Messori sur cette histoire, j'ai tout de suite été touché, comme si moi je voulais participer à cette histoire. Moi je suis catholique, je me suis éloigné de l'Église, mais je n'ai jamais été enlevé. Mais cette histoire m'a touché très profondément. Ensuite, j'ai découvert que l'immense Steven Spielberg préparait un film justement sur Edgardo Mortara, sur la base d'un autre livre. Il avait déjà progressé dans sa préparation de son film. Il avait déjà contacté différents collaborateurs, il cherchait différents lieux, il faisait du repérage en Italie. Et même il cherchait des acteurs. Plusieurs acteurs avaient déjà été contactés pour des rôles importants. Mais comme on m'a dit, ce projet de Spielberg s'est arrêté parce que Spielberg n'a pas trouvé l'enfant. Je pense que c'est qu'une demi-explication. En fait, c'est un film qu'on ne peut pas faire dans une langue autre que l'italien, et en plus avec des accents régionaux d'italien, plus de l'italien et également de l'hébreu. Un Américain avec l'anglais, ça n'a rien à voir avec tout cela. Tourner ce film en anglais eût été un film complètement différent. Voilà ce que je voulais vous dire. Une autre question? Voilà. Bonjour, Bridget de Radio Flamme, Cherbourg, France. Marco, votre film est vraiment puissant, bravo. Je voulais savoir, c'est une question que je vous adresse et aussi aux membres de l'équipe, comment sort-on d'un tel tournage? Parce que l'ambiance est particulière, il y a des moments pesants, les personnages sont très forts. Comment chacun a ressenti émotionnellement le tournage et comment chacun a quitté le film après la fin du tournage. Merci.
non è che ci sono stati traumi, però Ce una n'est pas qu'on a subi des traumatismes énormes, mais non pesante, comunque, l'ambiance n'était perché pas faceva vraiment molto caldo. pesante parce qu'il faisait chaud, il faisait très chaud et ces pauvres acteurs étaient souvent Molto pesanti. habillés avec des E devo vêtements dire, très lourds et chauds. con gli attori c'è stato un rapporto molto, Avec les molto acteurs, bello, nous molto avons eu une relation di grande très belle. coinvolgimento, Les acteurs ont beaucoup non fanatico, participé non- à ce ma projet però sans fanatisme, di profondità. mais avec Naturalmente, profondeur. il piccolo Enea, Bien sûr, le petit Enea, l'ho detto, lo dico di fronte a comme lui, je vous l'ai déjà dit et je è le stato il répète devant momento lui, più preoccupante, perché ça a représenté ce qui noi ormai nous siamo préoccupait le abituati a plus. vedere Nous, en fait, on a l'habitude bambini che recitano benissimo, d'avoir des ma enfants non solo qui nella récitent leur pubblicità, ma rôle dappertutto, très bien dans la insomma. publicité ou ailleurs. Ed Enea mi ha Et stupito Enea con m'a questo surpris, sguardo, m'a vraiment con quella surpris sua par son voce, quella regard et par sa discrezione, voix questo qui dare alle décrit parole la situation. un peso, un significato. Il donne tout un Tanto poids più, à ses paroles. e lui lo sa, Et d'autant plus, comme il le sait, non conosce la religione cattolica. Enea ne connaît pas la religion catholique. Se io avessi interpretato, io potevo rifarmi al battesimo, alla cresima. J'aurais pu faire référence au baptême, à la confirmation, etc. Quindi lui ha dato, Mais lui, forse è meglio non dirlo di fronte a lui, perché je non devrais vorrei che peut-être si pas le dire devant lui, mais lui però ha dato lui, cet enfant, a apporté quelque chose de plus précieux encore, c'est-à-dire son humanité, sa souffrance, son angoisse, il suo discreto dolore. sa douleur E anche masquée, l'enigma di certi sguardi, et même toute l'énigme dans certains regards. cosa stia pensando. Il Ma sicuramente ne comprend pas ce que les autres pensent, mais lui, Enea, dans le rôle d'Edgardo, par exemple, lorsqu'il est sur la barque, son simple regard montre qu'il comprend qu'il faut qu'il se défende. Il se dit qu'il faut survivre, qu'il doit vivre, et donc il doit s'adapter. N'oublions pas que le petit Edgardo, historiquement, n'a jamais été maltraité. Au contraire, il a été traité avec une attention extrêmement bienveillante. Il n'a jamais été frappé, jamais été puni. Et le pape voulait le protéger dès le début en lui octroyant une pension annuelle pour ses études. Donc pour le pape, ce jeune enfant devenait le symbole de la défense du pouvoir temporel et spirituel de la papauté qui était en train de s'écrouler. Quand quelqu'un, comme un dictateur, ne veut pas perdre le pouvoir, il préfère aller jusqu'au bout de la chute. On peut penser à la folie d'Hitler ou d'autres dictateurs, des dictateurs qui sont des dictateurs politiques, mais également spirituels. Et dans ce sens-là, le pape Pie IX dit non, je ne renoncerai pas au petit Edgardo. Une autre question, juste là. Allez-y. Oui, bonjour, Laurent de CNews.fr et de Radio Shalom. Je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe pour ce film merveilleux. Je voudrais poser une question à Marco, mais avant, je voulais aussi féliciter Barbara Ronchi, que je trouve absolument superbe dans le film, magnifique d'émotion et de puissance. J'ai trouvé que le film avait une écriture, avait un scénario absolument brillantissime, un exemple d'écriture, de rythme, de suspense historique. On ne s'ennuie pas une minute, chaque plan, chaque scène est utile, on a envie de connaître la suite, même à la fin du film, on aimerait que ça continue tellement il y a des questionnements, on a envie d'en savoir plus. Alors, évidemment, vous aviez la matière du livre,
Vous aviez l'idée qui était quand même assez originale, mais quand même. Comment on s'y prend pour écrire un scénario aussi palpitant? Est-ce que vous avez consacré énormément de temps à l'écriture? Est-ce que vous avez fait collaborer des personnes externes? Est-ce que vous l'avez fait lire à plusieurs personnes pour avoir un avis? Parce que c'est un scénario d'un modernisme exceptionnel et qui apporte une valeur ajoutée énorme à ce métier de scénariste aussi, qui est tellement essentiel dans la réussite de très beaux films au cinéma. Nous avons, juste pour spécifier tout à l'heure, nous avons avec nous Susanna Nicciarelli, qui est co-scénariste aussi avec Marco Bellocchio. Merci. Je vous laisse répondre, Marco, allez-y. No, lasciamola a Susanna. Laissons la parole à Susanna Nicciarelli. Absolument. No, perché per rispondere alla sua domanda ci vorrebbero 3 Pour répondre à cette question-là, il faudrait 3 ou 4 heures, rien que pour la réponse. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'on parlait l'hébreu et le latin. Mais même cet enfant, il ne savait rien. Et il l'a très bien appris. Il a très bien appris son texte dans ces langues-là. Molti suoi ebrei come lei è ebreo, chiaramente. Vous êtes juif. Erano rimasti stupiti. Et donc, beaucoup de personnes de confession juive sont restées extrêmement surpris par la précision du jeu des acteurs, y compris de l'enfant. Non, in francese ou en italien. Comme vous voulez. Je crois que la force, c'est le fait qu'on a travaillé sur les sources directes. On avait les chroniques, les dépositions du procès et la déposition de Marianna Mortara, qui est le personnage qui joue Barbara. Quand on l'a lu, c'était parce que ça décrivait toute la première partie, tout le procès, l'arrivée des policiers, les enfants, le fait qu'ils ont dit le nom, tous ces détails. Tout est vrai. On a eu la vérité qui nous a donné des éléments et c'était ça. On a fait que des choix entre ce qui était vraiment arrivé. Et je crois que c'est ça la force. Et la déposition de Marianna Mortara était, quand on l'a lu, c'était très très fort parce que c'est arrivé vraiment. Donc il y avait cette force, je crois, qui nous a et qui a aidé aussi les acteurs. La plupart du film est vrai, non Marco, la maggior parte delle cose. Et donc c'est l'événement et lui il a choisi les choses qui l'inspiraient le plus. Merci. Une autre question? Bonjour, David Rich, France 24. J'aurais voulu savoir précisément quand vous aviez découvert cette histoire et également la religion est un thème central de votre œuvre. J'aurais voulu savoir pourquoi est-ce que ce thème revient systématiquement dans vos travaux. Merci. Il est impossible de répondre à cette question. No, qui non è tanto disquisire sulla religione, ma Il ne s'agit pas tellement de débattre de la religion, mais plutôt de l'enlèvement de cet enfant au nom d'une religion. C'est ça qui m'a frappé. Cet enfant, d'après le pape, devait être sauvé. Et cet enfant, d'une façon ou d'une autre, du point de vue de certains catholiques, mais enfin là je ne veux pas émettre de jugement de valeur, donc cet enfant est converti, ce qui correspond pour certains à une vérité. Mais lui, il a un refus au début. Les questions, elles viennent après. L'important, c'est de faire quelque chose de bien, de le faire bien, de le faire avec compassion. Et ce n'est pas du tout rhétorique de dire quoi que ce soit. Le film, il est ce qu'il est pour chaque spectateur. Nous en sommes plutôt, nous sommes en train de répondre à différentes questions, mais je ne peux pas vous en dire plus. Une autre question, allez-y. Bonjour.
Gérard Chargé, Cinézoom. J'ai une question pour les comédiens qui voudront répondre. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre personnage à chacun vous a inspiré et pourquoi vous avez voulu le défendre et l'interpréter avec conviction, parce que c'est vrai que vous êtes tout à fait réaliste. Et une question complémentaire pour Marco Bellocchio. Est-ce que ce cas était un cas isolé? Est-ce que vous vous êtes renseigné? Parce que c'est vrai qu'avec le petit garçon qui est malade, on se rend compte que ce n'est pas un cas isolé. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça qui ont été justement dans l'Église et mis à jour, quoi? On peut commencer peut-être par les comédiens. Barbara Ronchi, si vous voulez parler de votre expérience. Bonjour à tous. L'idée que je me suis faite de Mariana Mortara à un âge avancé avec 2 enfants est assez troublante. J'ai même vu une photo de cette dame à son âge avancé. Elle a une pose un petit peu avachie, un petit peu comme si son corps était penché, mais la tête était droite sur cette photo. Et donc, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une femme qui avait été coupée en 2, mais qui néanmoins avait conservé quelque chose de droit, sa dignité, le fait de ne s'être jamais convertie au catholicisme, d'avoir toujours tenu bon, d'avoir toujours réussi à garder la mémoire de ses origines, de son histoire. Quelque chose de grand, quelque chose qui concernait la défense de son fils. C'était comme une déclaration politique. Il fallait qu'elle garde aussi quelque chose pour elle. Donc c'est cela qui m'a beaucoup touché dans ce personnage de Mariana Mortara, et dans le cadre de cette histoire. On peut demander aussi à Leonardo Maltese pour votre rôle aussi du Edgardo plus grand. Quelle expérience vous avez tirée justement de ce rôle? Il est évident que le personnage de Edgardo est extrêmement troublant et en l'incarnant, j'ai ressenti un trouble intérieur extrêmement profond. Dans le cours de la préparation de ce rôle, je n'ai pas ressenti beaucoup de traumatisme, même si je me suis posé beaucoup de questions quant à ce personnage d'Edgardo adulte. Une fois adulte, Edgardo était tout à fait conscient de ce qui s'était passé, notamment la séparation de sa famille et puis toute la réalité de sa vie dans laquelle il s'était retrouvé. Donc, cette douleur d'Edgardo qu'il porte en lui est ce que j'ai essayé de montrer dans le personnage, notamment le scénario avec la première partie où Edgardo est enfant. Je pense que là, c'est quelque chose qui constitue pour un acteur une véritable source d'inspiration, parce que c'est de là que Edgardo adulte arrive. Ensuite, tout m'a semblé beaucoup plus clair. Une fois que j'ai vu les yeux d'Edgardo enfant, j'ai vu que tout était beaucoup plus clair. Je peux demander aussi à Fausto Russo Alesi pour votre rôle où vous êtes le père d'Edgardo. Comment vous aussi, alors vous avez déjà beaucoup travaillé avec Marco Bellocchio, et justement quelle est l'énergie, quelle est l'émotion que vous avez dû jouer, notamment la patience, l'intensité qu'il a eu pour jouer ce personnage? Bonjour. Le personnage de Momolo Mortara est complexe. Marco m'a demandé dès le début, et c'est quelque chose que l'on avait dans le scénario, il m'a demandé donc de conférer à ce personnage un aspect tout à fait humain.
au-delà de tout contexte politique ou historique ou religieux. Ce qu'il fallait, c'est que ce personnage auquel un droit fondamental a été retiré, c'est-à-dire le droit de vivre avec ses enfants, puisque son enfant a été enlevé, eh bien, ce personnage, donc, a dû apprendre à se mouvoir moment après moment pour essayer de trouver dans ce contexte difficile sa voie, et alors qu'intérieurement, ce personnage est un véritable volcan, car il vit une tragédie. C'est quelque chose de tout à fait traumatisant. Mais il essaie de mettre en avant l'arme du dialogue. Et parfois, il s'interroge. Il se demande si il peut renoncer à sa propre dignité, mais d'un autre côté, il reste humain. Et il accepte certains compromis pour revoir son fils, parce que c'est cela qui est le plus important. Il accepte tout cela avec confiance. Il reste confiant. Il garde une certaine attente, c'est-à-dire un espoir de revoir son fils, et il croit à la loi à laquelle il est confronté cruellement. Je demandais également à Fabrizio Gifuni de me parler de son rôle, qui est quand même un rôle très particulier, c'est celui de l'inquisiteur, et qui là aussi requiert certainement une énergie très spécifique et aussi une gestuelle très particulière. Allora, buongiorno. Ma per me, Bonjour. Devo dire, innanzitutto, en ce qui me concerne, tout d'abord, je suis parti dans ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Faire un nouveau film avec Marco Bellocchio est tout à fait enthousiasmant, au-delà de toute autre considération. Il y a l'histoire qui s'est déroulée, il y a là un personnage. Moi, je me suis immergé avec Marco dans tout ce contexte très complexe. Il y avait aussi un autre projet que vous avez vu l'année dernière à Cannes. Mais ce film aborde des thèmes extrêmement profonds et importants. Mais pour nous, interprètes, acteurs, il ne faut pas oublier que c'est un jeu, qu'il y a une imagination, qu'il y a à dérailler de façon improvisée dans sa vie et de se retrouver à une autre époque, dans d'autres personnages. Donc ça, c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Interpréter cet inquisiteur, interpréter un personnage religieux, eh bien, ça fait partie de l'histoire de l'homme, l'histoire des religions, notamment des religions monothéistes qui ont dû lutter pour se défendre pendant des siècles, en faisant référence uniquement à Dieu. Ceci concerne surtout les religions monothéistes. Et au nom de la défense de ce Dieu, des actes répréhensibles et atroces ont été commis au fil des siècles. Et ça continue encore. Il y a eu dans le passé des guerres terribles pour des raisons religieuses, et ce, au nom d'un principe supérieur. C'est le grand paradoxe. C'est au nom d'une justice divine que l'on commet des atrocités. Comme si les religions qui ont un message potentiellement merveilleux, puissant, étaient presque condamnées par l'histoire à devenir, comme l'a dit Marco, des lieux d'intolérance, de violence. Et le personnage que j'ai incarné dans ce film vit de ses croyances. Et avec Marco, nous avons décidé qu'il fallait que ce personnage montre toute son intériorité, même si c'est une intériorité qui fonctionne mal, si c'est une intériorité qui vise à appliquer la loi, point final, sans aucun autre doute.
Mais que se passe-t-il à l'intérieur d'un personnage de ce genre, d'un représentant d'une institution comme l'Église, d'un inquisiteur qui a commis des actes atroces? Ça, c'est un autre sujet, mais que se passe-t-il à l'intérieur de ce personnage? Il faut essayer de le définir. Qu'est-ce que ce personnage est contraint de faire? Et en quoi croit-il? Je crois que c'est sur tous ces thèmes que j'ai essayé de travailler, et il y a une rupture entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient, et j'ai essayé de montrer cela dans son regard, comme s'il s'agissait d'un regard sans vie. Et la question autour, justement, pour Marco Bellocchio, autour s'il y a eu beaucoup de cas comme ça, comme le cas d'Edgardo. Oui, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'autres cas comme celui d'Edgardo à votre connaissance en Italie? Rinunciate? No. Se vuole chiedere. Oui, bien sûr, il y a eu de nombreux cas par centaines et par centaines depuis les années 1500. Et cela était dû au fait que les familles juives, pendant le Shabbat, avaient besoin d'avoir une servante catholique. Et il est arrivé assez souvent que les enfants étaient baptisés de façon clandestine par une servante catholique dans une famille juive, comme on le voit à l'écran avec Edgardo. Mais le cas de Edgardo est le plus connu et le plus politique, parce qu'il est à la limite, il arrive au moment où l'État pontifical se disloque. Et donc le pape se sert d'Edgardo un petit peu comme une bouée de sauvetage, et il veut le défendre à tout prix. Voilà. Mais je me répète, il y a eu d'autres cas. Et il est clair qu'avec la chute de l'Église, le pouvoir du pape a beaucoup diminué. On va aussi poser une question à Paolo Pierrobon, qui a aussi un personnage très, très, très important, personnage qui revient souvent dans certains films de Marco Bellocchio et qui ici est très particulier, qui est celui du pape. Est-ce que vous pouvez justement nous dire comment vous avez endossé ce rôle, parce que c'est vraiment le mot, parce que vous représentez le pouvoir, vous représentez énormément de choses très importantes. Comment vous avez donc interprété ce rôle et notamment joué avec un enfant? Certo, buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Il est clair que c'est un personnage extrémiste, plein de contradictions, riche de contradictions. Ce n'est pas un personnage qui doit être interprété de façon monocorde ou univoque. Ce pape a vécu jusqu'à l'âge de 85 ans. Au XIXe siècle, c'était un record. Il était épileptique. Il avait donc cette faiblesse physique. Pensando non tanto proprio alla sua vita che ho approfondito e alla sua carriera ecclesiastica che ho approfondito. J'ai beaucoup étudié la carrière pontificale de ce pape, mais j'ai aussi étudié d'autres papes qui notamment étaient présentés par Velázquez dans un naturalisme, un réalisme qui plaçait le personnage dans son contexte. Et cette logique naturaliste peut être niée également. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai essayé d'écouter ce pape. J'ai essayé de rentrer dans ses vibrations. Merci. Une autre question qui est là.
Bonjour, je m'appelle Sophie Mouvienne-Love. Une question pour Marco. Je pense que c'est impossible de parler de la réussite de ce film-là sans parler de la bande originale et de l'univers et des ambitions sonores et musicales du film. Je voulais juste savoir très simplement comment vous avez travaillé cette musique, à quel moment de la production c'est apparu ce travail de la musique. Abbiamo lavorato anche con Francesca e con Stefano, che sono Nous avons travaillé notamment avec Stefano et avec Francesca pour le montage d'une façon tout à fait traditionnelle et classique. Nous avons contacté un compositeur avec lequel nous avions déjà travaillé, un jeune compositeur de talent, mais le rythme de la musique pendant le montage souligne une certaine tension. On a essayé de trouver des morceaux, des extraits du répertoire qui correspondent bien au film. Qualcuno, adesso non voglio, perché ma sono stato non me ne frega niente, però è il Sostakovich e anche Shostakovich, par exemple. No? E Rachmaninov. Et Rachmaninov aussi. Sono tre tempi diversi. Ont des rythmes différents. Secondo me si fondono assai bene. Et ces rythmes se fondent bien avec la musique de Fabio. Bien sûr, les maîtres nous enseignent qu'il y a des films sans musique. Ce film-ci peut être considéré comme une tragédie, comme un mélodrame. Quoi qu'il en soit, ma formation personnelle, c'est à la fois l'église d'un côté et les mélodrames de l'autre. Ensuite, il y a les petites chansonnettes qui arrivent. Il était donc important que l'histoire soit poussée, soit martelée, soit marquée par une musique d'une certaine sonorité, d'un certain rythme. Pour moi, dans ma longue expérience, je constate que ce qui marche le mieux, c'est ce qu'on a bien réfléchi à l'avance, qui se trouve mélangé à ce qu'on pense au dernier moment. Par exemple, la crise de Momolo Mortara, quand il comprend que l'enfant ne lui sera pas restitué. Eh bien là, il y a une musique qui le souligne et on m'a dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Ça, c'est Shylock, le marchand de Venise. À ce moment-là, c'est marqué, ce moment dans le film est marqué par une musique extrêmement puissante qui en dit plus que de nombreuses paroles. Et avec Susanna Nicchiarelli, nous avons essayé d'être modestes au niveau des paroles, au niveau du texte à ce moment-là. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Enea, je lui ai demandé s'il voulait dire quelque chose. Il m'a dit non. Non, il n'a pas envie de parler. Merci beaucoup et donc la conférence de presse s'achève. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie à tous et merci à l'équipe de Rapito et de Beocchio.